Bon, ben, bonjour à tous et c'est parti pour cette émission. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai pas d'indication, donc ça serait sympa. Hop. Son et image ok, bon parfait Matt, merci. Donc je vais expliquer en 2 mots en quoi consiste l'émission, ce qui va se passer, enfin ce que je vais expliquer, etc. Et puis après on commencera ça. Donc en fait l'émission passer à l'action, hein, c'est un peu bête comme... Ah, Fab qui me dit attends. Ok. Bon, parfait alors. Ouais Chris, faut pas être en avance. Pile à l'heure sur Vidéo Bourse, on rigole pas quoi. C'est bon, il est 14h. Je regarde. Bon, c'est bon, 14h et quelques secondes, on peut y aller. Donc, comme je disais, passer à l'action. C'est simple en fait, hein, c'est un petit retour aux sources de Vidéo Bourse, on va dire, parce qu'au départ, Vidéo Bourse c'était exclusivement les actions. C'était Fab qui s'en occupait d'ailleurs, hein, qui faisait les vidéos sur les actions. Puis petit à petit, on est parti sur le Forex. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir sur les actions. Moi qui m'y intéressais de plus en plus. Et donc voilà, je me suis dit, c'est parti, on va faire un truc sur les actions. Donc, mon idée, c'est en fait d'adapter un peu une stratégie que j'utilise sur le Forex. Donc, c'est une stratégie très simple, hein, c'est du suivi de tendance toujours, avec plusieurs unités de temps. Mais adapté un petit peu aux actions. Et j'ai fait en sorte d'utiliser donc 3 unités de temps assez élevées. Comme ça, les gens qui travaillent la journée en fait et qui suivent Vidéo Bourse, ils peuvent tout de même tirer profit de ce qu'on va dire et prendre position le soir quand ils rentrent, ou enfin placer des ordres en tout cas. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile. Ça change un petit peu du Forex où c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à faire le soir qu'en pleine journée quoi. Donc on va commencer par analyser en fait les actions du CAC. Et on verra en même temps un peu de fondamental, parce que moi je suis surtout technique, donc je m'intéresse surtout au graphique, mais j'aime bien jeter un petit coup d'œil aussi aux résultats des entreprises, et ça me permettra d'expliquer aussi quelques petites notions que j'ai aux gens que ça intéresse. Donc si vous avez vous aussi des actions que vous voulez regarder, n'hésitez pas et dites-le sur le chat, on regardera ça après. Donc on commence avec AXA. AXA, ce qu'on peut noter déjà, c'est que ici en graphique hebdomadaire, on est clairement en tendance haussière, hein. On peut le voir, ça monte tout le temps, tac, ça monte. J'utilise la théorie de dos, hein, tout simplement pour définir la tendance. Donc là, pour l'instant, on est toujours en hausse, on continue un petit peu. On est même assez loin du dernier sommet, donc qui pourrait nous servir de support. Donc ça signifie tout de même que l'action est assez forte, hein, au final, bien plus forte que le marché, puisque si on compare avec le CAC 40, on se rend compte que le CAC 40, il n'était pas aussi fort que ça cette année. Donc on peut le faire en daily, donc ici, là, ce graphique. Ouais, je suis Didier Deschamps un peu quoi, c'est la classe. Enfin, je sais pas, il n'a pas encore prouvé sa valeur en équipe de France, donc on verra bien. Ouais Fab, c'est Pro Real Time la plateforme en effet. Donc hop, le CAC, il est où le CAC? L'index, tac. Hop, on va comparer que sur 2013, tiens. C'est 2013. Voilà, 1er janvier. Tac, donc du 1er janvier 2013, donc c'est ici.
Voilà, donc là en bleu, on voit pas très bien, en bleu et gris, c'est le CAC, et en vert et rouge, c'est l'action AXA. Donc on peut voir au début de l'année, c'était assez mitigé jusqu'à mai en fait. Hein. À partir de mai, l'action AXA c'est complètement détachée, quoi. Elle a pris vraiment de la force, donc c'est une bonne action pour l'instant, pour les achats en tout cas. Après, récemment, avec les intempéries qu'il y a eu dans le sud de la France, enfin un peu partout d'ailleurs, pas que dans le sud, ça peut impacter toutes les actions d'assurance en fait au final. Donc je surveille tout de même le long pour l'instant, mais ça c'est quelque chose à surveiller. Donc on va jeter un petit coup d'œil aussi à sa valeur comparée. On va jeter un petit coup d'œil aussi à sa situation financière. Donc AXA. Par quel produit? Par les actions en fait, hein, Fab. Comme tu peux voir sur la plateforme PRT, là, ils ont ajouté un module en fait où c'est que tu peux faire du trading démo dessus. Donc direct au SRD. Je sais même pas si c'est le SRD ou si c'est pas le normal. Je suis pas sûr qu'on a un effet de levier sur leur plateforme démo. Donc, j'ai pas essayé, j'avoue. Donc on verra ça ensemble. Hein. On verra ça ensemble. Donc petit coup d'œil là sur leurs prévisions. Donc le chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2013, pardon, 2011. Donc 2013 en hausse de 3%, donc c'est pas mal. Après, comme on sait tous que le chiffre d'affaires c'est pas vraiment représentatif, hein, puisqu'il n'y a pas de, enfin je veux dire les bénéfices peuvent être négatifs malgré un chiffre d'affaires en hausse, hein, ça ne change rien. Le chiffre d'affaires c'est seulement la somme des produits, donc ça ne tient pas compte des charges. Donc après on voit qu'il y a quand même eu des bonnes nouvelles, hein, puisque le volume des affaires nouvelles est en hausse. Donc ça c'est vraiment pas mal, puisque ça veut dire qu'ils continuent d'accroître leur activité, conquérir de nouveaux clients, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Après bon, ça c'est chiffre d'affaires par secteur. Donc la gestion d'actifs en hausse. Bon, ça veut dire qu'ils ont eu de bons résultats, hein, sur leur gestion d'actifs, donc c'est vraiment pas mal. Alors, Morbac, le SRD, comment expliquer? Le SRD, en fait, c'est un système qui permet d'utiliser du levier, en fait, comme sur le Forex, parce que c'est beaucoup moins simple, en fait, les actions à ce niveau que le Forex. Donc ça nous permet d'utiliser donc du levier, et je crois que normalement c'est règlement différé, ça doit être service de règlement différé, il me semble. Voilà, et comme dit Chris, voilà, c'est ça. Et donc ça permet donc d'utiliser du levier. En fait, normalement il me semble que tu règles uniquement à la fin du mois ou un truc comme ça. Ça c'est quelque chose que tu as à te soucier si tu trades directement les actions. Mais si tu passes par du CFD, hein, comme chez la plupart des brokers Forex, tu n'auras pas besoin de réellement t'en occuper. Hein. Voilà, donc merci Chris, ouais. Dans la même journée, t'as pas de crédit si achat et vente. D'accord. Voilà, ça je ne savais pas. Bon, merci Chris. Donc continuons un petit peu avec AXA. Donc ce que je disais, j'ai surligné quelques trucs. Hein. Premier trimestre, ils ont poursuivi leur gestion active du capital afin d'accélérer davantage le développement. Surtout donc dans les marchés en forte croissance. Ils ont apparemment cédé des entreprises qui détenaient en faisant de la plus-value visiblement. Donc dans des marchés matures, donc c'est pas mal, hein, puisque les marchés matures sont amenés à décliner en général au bout d'un certain temps. Donc c'est pas mal s'ils ont acheté en cours de croissance pour les vendre une fois que le marché était mature. C'était une bonne opération, ce qui explique certainement un peu d'ailleurs la hausse récente de AXA. Donc le chiffre d'affaires, tout ça, toutes les affaires nouvelles, etc. Donc là, les ratios de solvabilité, ça c'est assez important. Enfin, c'est important. Avant, on s'en souciait pas trop, avant la crise, hein, d'ailleurs. Maintenant, on s'en soucie, ils le marquent partout, ils sont fiers d'afficher qu'ils ont un beau ratio, etc. Enfin bon, je pense pas que ça soit une grosse importance. Hein. Parce que même s'il a un bon ratio, si elle perd de l'argent, ça va pas l'aider.
Donc après, bon, moi c'est un peu répétitif en général ce qu'ils mettent, hein. C'est surtout pour les actionnaires, etc. Quand ça les intéresse. D'ailleurs, j'ai aussi la lettre des actionnaires, parce qu'il me semble qu'il y a quelques trucs intéressants qui ont été dits dedans. Donc bon, ils expliquent rapidement des choses. Donc voilà, les chiffres d'affaires de 2012, 90 milliards, donc c'est vraiment, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre. Le résultat net, donc là, était positif, hein, en progression de 9%, donc c'est vraiment très très bon comme résultat, hein, 9% de résultat opérationnel en plus, c'est pas mal. Après, comme on peut voir, le résultat net, lui, par contre, a été en baisse de 4%. Mais ce genre de choses, ça s'explique assez simplement, hein, parfois par de simples choses en fait exceptionnelles. Par exemple, ils vont acheter quelque chose qui va leur revenir cher, etc. Ça impactera en fait le résultat net, alors que le résultat opérationnel, lui, ne sera pas impacté. Et c'est le résultat opérationnel qui est quand même plus important en règle générale que le résultat net. C'est que le résultat net, en fait, on peut magouiller, on va dire, grâce à de l'optimisation fiscale, etc. Si le résultat opérationnel est négatif et que le résultat net est positif, c'est pas signe de très bonne santé de l'entreprise en général. C'est-à-dire qu'ils cherchent à gratter sur les impôts ou sur des petits investissements financiers, etc. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure des choses. À l'inverse, bon, si le résultat opérationnel est bon et que le résultat net est moins bon, c'est qu'il y a eu quelques petits trucs exceptionnels. Donc c'est pas forcément très grave. Après, il faut surveiller que ça ne se reproduise pas non plus. Et ça devrait être bon après. Comme Warren Buffett disait, il analyse, il me semble, sur 10 ans les comptes des entreprises. Il faut voir une augmentation régulière, donc des profits, des résultats, etc. Et donc ne pas forcément tenir compte d'une seule année où c'est que ça a été négatif, hein. Ça peut être simplement des dépenses exceptionnelles, donc comme je le disais. Donc ensuite les capitaux propres, où ils ont levé des capitaux, hein, pour respecter les nouvelles normes. Le dividende, ça peut influencer puisque les gens peuvent être intéressés à l'acheter, puisque l'augmentation du dividende est quand même pas mal, hein. 4% d'augmentation, c'est pas mal pour les investisseurs qui cherchent à garder des actions longtemps. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc là, on voit comme je vous le disais tout à l'heure, le graphique boursier d'AXA, donc en violet. L'Eurostoxx Assurance, hein, donc le secteur des assurances européens, en rose. Et le CAC 40 en bleu. Donc on voit qu'AXA surperforme le CAC et le secteur des assurances. Donc c'est quand même un bon signe de force pour un achat futur. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, après il reste pas grand chose. Ah oui, si, tiens, j'avais surligné. AXA devient le premier assureur dommages étrangers en Chine. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Ils ont acheté Tianping. Donc c'est une société chinoise d'assurance et donc dotée d'importantes capacités de distribution directe. Étant donné qu'on sait quand même que le marché chinois est assez difficile à pénétrer, hein, pour la plupart des entreprises, il n'y a qu'à voir Carrefour qui ont vraiment du mal avec ce marché, hein, qui vont se retirer si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez bon signe s'ils arrivent à s'implanter là-bas, parce que c'est quand même une économie croissante et vu le nombre d'habitants, il y a de quoi réaliser des profits intéressants. Donc voilà, je vais vous parler rapidement aussi de la stratégie, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié. Donc en fait, l'idée c'est simple, hein. C'est de suivre la tendance weekly, donc hebdomadaire, et après on intervient sur un graphique journalier ou 4 heures. Ça dépendra de la configuration en fait, hein. Toujours intervenir sur les graphiques d'unité d'inférieure, puisque ça nous permet d'avoir des entrées plus précises et des stop loss plus petits, et ainsi prendre des trades plus gagnants, enfin façon de parler, gagnant plus, puisque le stop étant plus petit, on peut aller chercher par exemple 2 à 3 fois la taille du stop en profit, et là ça devient intéressant. Donc c'est le principe du suivi de tendance d'ailleurs. Fab, les infos, je les ai sur Zone Bourse. Tiens, je vais te donner le lien. En fait c'est assez simple. Regarde, je vais te montrer. Mince, pardon, le navigateur a planté.
Zone Bourse. Allez. Hop, voilà. Tac, je vous ai donné le lien. Voilà. Alors, donc quand on cherche donc une action, hein, par exemple AXA, on regarde ici là en haut à gauche, on voit que le code c'est CS. Le tiré bas FP après c'est autre chose, hein, underscore FP on s'en fout. Donc c'est CS, hop, on tape CS dans le champ de recherche. Bon, là, je fais entrer parce que je sais que c'est le premier. On arrive donc sur une page qui parle que de l'action, donc hein, avec son évolution du jour. Donc on voit là moins 0,75%. On a la cotation sur les 5 derniers jours. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de choses. Un petit graphique en bas à droite. Après, donc là un petit peu l'actualité. On peut aller dans l'actualité, donc c'est là où c'est qu'on trouve les documents. Donc actualité, donc on a tout ce qui raconte. Hein. Donc Citigroup relève les assureurs européens à surpondérer. Donc ça veut dire attention. Ils considèrent qu'on est en surachat, que ça peut corriger bientôt. Donc en même temps leurs analyses sont pas toujours très pertinentes. Hein. Souvent ils marquent des choses simplement pour eux-mêmes, enfin pour les aider eux-mêmes, par exemple sortir. Les gens là par exemple vont se dire ah, je vais prendre mes profits, je vais vendre, etc. Et eux ils vont en profiter pour augmenter leur position. Donc c'est pas toujours se fier à ce que les analystes disent. Donc il me semblait qu'il y avait une actualité intéressante sur AXA. Investissement de 10 milliards. Ok. Donc ça c'est un investissement quand même assez conséquent. Voilà. Donc rien de bien particulier. Donc pour trouver après les choses, les documents PDF, il faut aller dans publication officielle. À partir de là, on a tous les PDF, voilà, donc il y a la date à gauche de leur publication. Donc là on voit les résultats du premier trimestre. Les résultats annuels donc, qui ont été publiés le 21 février. Là ça devient intéressant puisque c'est là qu'on a tout ce qui est bilan, compte de résultats, etc. Donc là, pour ceux qui ont des notions comptables ou qui savent en tout cas quoi chercher dans les bilans, c'est ici que vous trouverez toutes vos informations. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de chiffres, etc. Donc là, le chiffre d'affaires IFRS. Donc ça, IFRS, c'est-à-dire que c'est les normes de la comptabilité internationale. Donc voilà. Donc après là, il y a des chiffres d'affaires, etc. Enfin voilà, là vous pourrez trouver tout ce qui est intéressant en termes de chiffres dans le résultat annuel. Puis après vous avez beaucoup de choses, hein, le document de référence, la déclaration de l'Assemblée Générale, etc. etc. Et ça remonte à pas mal d'années. Hein. Il y a 10 pages. Vous voyez, on peut aller jusqu'en... Vous pouvez même plus, qu'il y en a 11. Jusqu'en 2004, hein, même 2000. Voilà, 2000, 2001. On a encore des documents. Donc c'est vraiment pratique, hein, c'est un très bon site. Zone Bourse. Moi je l'utilise beaucoup pour l'actualité, etc. C'est vraiment intéressant. Donc ouais Fab, j'ai un biais haussier hein, sur AXA. Donc d'ailleurs oui, ça, je pense encore à autre chose. J'ai ouvert donc un Twitter sur cette émission où c'est que j'annoncerai les prises de position en direct en fait. Hein. C'est assez simple. Hein. Je marquerai l'entrée, le prix d'entrée, le stop loss et l'objectif numéro 1 en fait, hein, puisque je vais avoir plusieurs objectifs où c'est que je découperai en fait ma position. En général, je prendrai 80% sur le premier objectif et je laisserai le reste courir. Donc la stratégie, d'ailleurs un petit peu plus d'informations. J'ai mis un canal de Don Chian donc, qui représente hein, les derniers plus hauts et plus bas. C'est assez simple, sur 15 périodes. Et je rentrerai à la cassure hein, en général de ce canal. C'est une stratégie très simple, mais ma foi qui en général est très efficace. Donc je vous la recommande si vous voulez vous essayer au suivi de tendance. C'est assez simple. Là, on définit la tendance sur l'unité supérieure et on rentre sur la cassure du canal sur les unités inférieures lorsqu'il y a des corrections. Par exemple
quand on était ici, là on voit en journalier, dans cette zone on a retracé, donc on retrace ici, hop, on corrige, hop, parce qu'on fait un plus bas qui est plus bas que l'ancien daily, et là on repart à la hausse, et donc on peut voir qu'il y avait le canal de Donchien qui était à cette hauteur, et donc ici on peut rentrer donc soit à la clôture de la bougie, c'est comme chacun le sent, ou dès que le canal est cassé. Ça c'est à discrétion de chacun. Moi je pense plutôt placer des ordres en attente, ce sera plus simple au niveau du canal pour le suivi, etc. Et après pour le stop, il suffit de voir un peu la configuration. On peut utiliser le volume profile à gauche, là ça peut être utile, par exemple là, mettre le stop loss par ici. Bon là ça fait quand même un stop loss assez conséquent, donc c'est qu'un exemple, mais après on peut voir quand même que l'action est bien montée, donc on aurait largement eu notre TP. Voilà, donc je supprime. Voilà pour la petite information sur la stratégie employée. Donc AXA, je l'ajoute à la liste, puisque la tendance en weekly est quand même assez forte et assez jolie. Donc on a bien retracé en journalier. 4 heures c'est pas mal. 4 heures on n'interviendra pas parce que bon là c'est assez confus. On est plutôt sur un retracement journalier, comme on peut le voir. On peut le voir ici. On a retracé plus bas que les derniers plus bas. Donc là on est là. À voir si on corrige un petit peu comme ça avant de repartir à la hausse avec un canal de Donchien qui viendrait ici. Ça serait vraiment pas mal de rentrer là vers 15,60 à peu près. Ça serait vraiment une bonne configuration, on va dire. Voilà, donc AXA est dans la liste que je surveillerai et que je mettrai d'ailleurs à jour si pendant la semaine ça évolue, ce qui paraît peu probable. Je mettrai quand même sur Twitter les actions que l'on suit pour que les gens qui suivent en différé puissent jeter un coup d'œil sur la liste des actions à surveiller juste avec un seul tableau Excel. Voilà, donc alors l'action Accor. Là on peut voir qu'en weekly c'est clairement pas passionnant. On est dans une tendance tout ce qu'il y a de plus neutre, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Donc on compresse, mais nous ça ne nous intéresse pas, puisque c'est du weekly, c'est pas vraiment notre intérêt. Nous ce qu'on cherche c'est rendre la tendance, comme on peut en voir ici là par le passé. Là c'était intéressant, mais là quand ça compresse ça sert à rien de prendre des risques inutiles en daily, donc on passe. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment du simple. Plus c'est simple, plus ça nous intéresse. Donc Air France, ça peut être en weekly, ça pourrait être intéressant dans le sens où on est sur le support ici, donc du dernier plus bas. On pourrait éventuellement chercher des positions acheteuses en daily. On va jeter un petit coup d'œil. Le canal de Donchien en plus descend, donc ça pourrait être intéressant de passer à l'achat au-dessus. Je vais l'ajouter à la liste, mais vraiment pour au cas où, on va dire, si la configuration est bien, je prendrai certainement position. Mais si ça devient pas très lisible, je ne m'y attacherai pas, parce que c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Moi je veux vraiment quelque chose qui soit simple. J'aime quand c'est lisible et clair, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, on passe pas 50 ans à réfléchir, tout est prêt, on a notre setup qui est préparé, on attend que pour presser la détente. Donc là, Air Liquide, on sort d'un range, il n'y a pas de... On l'a réintégré aussitôt, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. On peut voir là avec le volume profil qu'on a rebondi pile sur la pique. Là encore c'est pas très lisible. On va passer à la suivante, on va pas perdre de temps. Alors Alcatel,
Alcatel est une penny stock, hein, donc c'est-à-dire qu'elle vaut, relativement peu cher. Donc là, 1,37 1,37 c'est vraiment faible. Donc les penny stocks en général sous 5 $, je crois, un truc comme ça. Alors là, en weekly, c'est pas fameux non plus. Ça essaye de monter. On a dépassé rapidement le dernier plus haut avant de repasser dessous. On va dire que là, on peut être dans une zone d'incertitude. On va éviter de trop s'y aventurer. On peut le voir en daily, c'est pas forcément fameux. Il y a pas mal de gaps, hein. Petit ici, ici. Ici, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc on va éviter de s'embêter sur ça aussi. Hop. Alors Alstom en revanche, là ça devient intéressant puisqu'en weekly on a quand même une très belle tendance baissière qu'on peut voir sur la théorie de dos, hein, du très simple. Plus haut de plus en plus bas de plus en plus bas. C'est vraiment ce qu'on recherche, hein, du clair, du simple. Donc là on retrace un petit peu. On pourrait éventuellement aller rechercher le dernier plus bas. Vers qui se situe à peu près à 27. Ça pourrait être intéressant donc à trader. Regardez en daily. En daily, donc c'est pas mal du tout en daily, hein. Ça fait un joli petit range. Encore une fois, on n'est pas loin de... Il manque à peine plus d'1 euro pour rejoindre les 27 qui sont ici à peu près. Donc là encore, on va regarder en 4 heures parce que là c'est vraiment la configuration risque d'être intéressante. On voit le canal de Donchian là, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai peut-être le grossir un petit peu pour qu'on le voit bien. Voilà, là on devrait mieux le voir. Hop, voilà. Donc là on voit bien le bas. Donc là si on repasse sous 24,95 à peu près, ça pourrait être clairement intéressant de vendre. Donc après la correction n'est pas finie, hein. Donc on peut en daily, on peut encore remonter plus haut et là ça pourrait être peut-être plus intéressant en daily. À voir. Pour l'instant c'est mieux en 4 heures. Comme on peut voir, les bandes de Bollinger sont passées en phase 4 puis en phase 1. Après là on est plus dans une phase 1 avec les bandes qui commencent à être parallèles. Donc à partir de là, se dire qu'il y a une compression de la volatilité et qu'on est prêt à repartir dans un sens ou dans l'autre. Ça serait pas mal qu'on reparte à la baisse. Ce serait vraiment le scénario idéal. Enfin pour nous en tout cas. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur Alstom. Donc le rapport financier. Alors... Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le résultat opérationnel, c'est pas forcément ce qu'il y a de... c'est ce qu'il y a de plus important quasiment, plutôt que les résultats nets. Alors mince, c'est que je surligne déjà. Bon, ok, je trouve plus. C'est pas grave. Donc le résultat opérationnel, on voit que au début, parce que là c'est il me semble c'est le rapport financier du premier trimestre. C'est clos le 31 mars. Il me semble que ça doit être le premier trimestre. Donc on voit que le résultat opérationnel est meilleur que l'année dernière à la même date, donc c'est vraiment pas mal. Résultat d'exploitation aussi. Résultat net avant impôt, pareil, est meilleur. Et après impôt aussi, donc c'est parfait. Donc avant impôt, c'est correct. Tant qu'avant impôt, donc oui, c'est meilleur. Comme je disais, c'est bien. Puisque ça veut dire que il n'y a pas besoin de faire de l'optimisation fiscale, hein, entre guillemets, pour passer le résultat net positif. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça montre que c'est assez solide. Après, bon, bah, c'est pas pour ça que l'action va monter, hein, comme on peut le voir.
Après, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être simplement que Alstom a des objectifs beaucoup plus élevés qu'il ne nous a pas atteints. Donc au final, comment dire, les analystes n'étaient pas satisfaits du résultat. Donc ils ont pénalisé l'entreprise. Qu'après, c'est pas forcément un signe que l'action va monter si les résultats sont positifs et en progression. Donc voilà, là par contre j'ai quelques trucs surlignés. Donc Alstom, comme il disait, lors de sa prochaine assemblée générale, ils proposeront un dividende de 0,84 €, donc en augmentation de 5% par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même assez intéressant pour les investisseurs. Après on voit que cette année, ils ont eu un cash flow libre. Donc le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les entrées et les sorties, en fait. Enfin les ventes de produits et les achats de matières premières, etc. Moins, je sais plus exactement. Parce qu'il y a un ou deux trucs qui sortent. Ah oui, moins les amortissements, donc c'est-à-dire tout ce qui est en fait qui n'est pas destiné à la vente. Par exemple, leurs bâtiments, leurs usines, etc. Ils vont les enlever des charges pour calculer le cash flow en fait. Donc ça va faire des charges moins le prix des bâtiments, donc les amortissements. Et en termes de produits, ils vont enlever la valeur des bâtiments justement. Ça s'annule en fait. Ils enlèvent tout ce qui concerne les biens qui ne sont pas destinés à la vente de base. Donc là l'année dernière on peut voir que c'était négatif. Donc c'était pas bon. Ça veut dire qu'ils avaient fait s'ils avaient été en profit, je ne sais pas, j'ai pas regardé. C'était pas bon puisque ça ne venait pas le résultat net, oui, c'était en profit. C'était pas terrible puisque ça ne venait pas de leur activité principale, on va dire. Ça venait de quelque chose à côté, des suppléments exceptionnels. Donc c'était pas terrible. Que cette année on peut voir que le cash flow est positif, donc c'est vraiment pas mal en revanche. On voit qu'ils ont quasiment progressé d'1 milliard d'euros, donc c'est vraiment une belle progression. Donc ils sont sûrs re-remplir leur carnet de commandes. Donc on peut le voir, les commandes reçues, il y en a eu plus cette année. Cependant, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que malgré une augmentation de 7% des commandes, le chiffre d'affaires lui n'a progressé que de 2%. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de petites commandes que l'année précédente. Donc c'est pas forcément bon signe en termes d'économie. C'est-à-dire que l'économie est assez, comme on le sait tous, assez atone en ce moment, donc on va éviter de tirer trop de conclusions trop vite sur leurs résultats. Voilà, donc Alstom à surveiller pour du short. Normalement, fait déjà partie de la liste, oui. Alors Arkema, ou Arkema comme Accor tout à l'heure, il me semble. Tendance neutre, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut. C'est pas bon. C'est trop compliqué à anticiper, donc on va vraiment pas s'y intéresser. On passe directement à la suite. Donc BNP, valeur financière, voilà, bon pareil, tendance neutre. Depuis un petit moment, c'est vraiment pas terrible les financières. Qu'à partir de la Bouygues, c'est encore pire. Bouygues, c'est vraiment un range pas fameux. Donc on va passer là aussi à la suite. Dernier petit mot, on aurait pu éventuellement chercher à intervenir dans ce range, mais bon, c'est pas, comme on le voit, les cours sont assez, je pense qu'il y a un certain manque de liquidité sur une baisse de liquidité en tout cas sur cette action. À la vue des gaps qu'il y a, c'est quand même assez, c'est impressionnant. On peut en voir un ici, un là, encore un là, un gros là, un ici. C'est vraiment pas. Là on peut voir qu'ici il y en a un entre les deux. On va rester à l'écart en attendant que la tendance revienne et un petit peu plus de liquidité. Alors CGG, voilà, on n'est pas pareil, on n'est pas vraiment en tendance. Pas vraiment de tendance haussière, pas de tendance baissière, c'est tendance neutre.
Donc hop. Donc on va laisser ça de côté. Capgemini. Oula, Capgemini c'est encore pire avec cette espèce de petit range weekly. C'est vraiment pas. C'est vraiment le genre de choses qu'on cherche à éviter. Encore une fois, c'est nous on cherche vraiment de la tendance comme ici. Là. Tendance pure et simple, claire et facile à suivre. Le trading, pour moi, c'est pas censé être compliqué, donc c'est vraiment censé être avoir des configurations claires. Je pense qu'il y a assez de produits pour que ce soit clair. Pour que ce soit clair, façon de parler, pour en trouver un clair. Assez simple à suivre. Donc Carrefour, bon pareil, hein, c'est neutre. On est revenu dans l'ancien range, on a réintégré. On a fait un support, donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette partie, on va éviter d'intervenir. Ce qui nous intéresserait éventuellement, c'est si Carrefour passe sous 19,50 on va dire, pour prendre un peu de marge. Sous 19,50, là ça pourrait être intéressant dans ce cas. Là, on pourrait faire du bon suivi de tendance, puisque là la voie est assez libre, assez dégagée. Bon, ça pourrait aussi remonter. On va dire au-dessus de... Bon, peut-être pas si haut, on va dire au-dessus de 24. Au-dessus de 24, ça pourrait être intéressant de nouveau intéressant pour prendre les longs. Bon, pour l'instant, vu la configuration, on va vraiment rester à l'écart. On attendra que ça sorte soit par le haut, par le bas. Et je pense que d'ici là, on aura le temps de faire quelques émissions. Et on en reparlera. Donc, hop, on passe à l'action suivante. Alors, Casino Guichard. Là, par contre, c'est un petit peu plus intéressant, comme on peut le voir. Là, il y a de la tendance. Puisqu'on a fait... on voit clairement, là, c'est monté. Hop. Mince. Hop. Et à partir de là, donc, on repasse sous le dernier plus haut. Et on est même repassé donc sous le dernier plus bas. Donc là on peut y aller. C'est parti. Attention à ce niveau. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc à peu près 66 grosso modo. Donc jusque 66 on peut y aller. Là c'est une bonne configuration. Assez claire, assez simple en weekly. Donc on va pas s'embêter. On va l'ajouter à notre liste. Hop. Qui normalement il est déjà. C'est bon, ça y est déjà. Alors, comment on pourrait rentrer dans cette... pour suivre ce mouvement. Donc là on voit clairement que l'action a retracé. Donc on va tracer rapidement les lignes. Hop. Hop. Et là ça repart à la baisse. Donc là on a été chercher le dernier plus bas. Qui a fait office de résistance. Donc là c'est vraiment pas mal. Cela dit, la configuration en daily est... Bon voilà, on peut pour rentrer, pas simple. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment là? On voit que ça fait un petit range de quelques bougies. Donc à partir de là, bon bah on passe directement sur du H4 pour intervenir dessus. Donc là le H4, bon bah c'est pareil. Le canal de Donchier n'a pas encore eu le temps de suivre. Mais d'ici 2-3 bougies, je pense que ça devrait être... hop. Ouais. Oui, même deux bougies, ouais. D'ici 2 bougies, ça sera bon. Le canal sera revenu à l'auteur du support. Donc là, voilà. Donc si on passe sous 70, 80... Ouais, 70. C'est combien le plus bas exactement? Le plus bas est à 70, 98. Wow. Donc on peut dire ouais, sous 70, 90. On peut vendre. Donc là, attention, après, on va faire attention au dernier plus bas qui se situe à 68. 68, ouais, 68, voilà. C'est marrant ça. Donc voilà. Après le stop, on pourrait le placer un petit peu au-dessus de cette pique de volume là, comme on peut le voir à gauche. Donc 70,90 avec un stop grosso modo à 71,90. Tiens, ça ferait pile $1, ça serait €, pardon. Ça serait parfait.
Donc là ça ferait 1 euro. Pour aller chercher ici ça en ferait 2. Donc déjà voilà, là c'est une bonne configuration comme on peut le voir, puisque pour rejoindre le dernier plus bas, il faut le chemin parcouru est déjà 2 fois plus grand que notre stop. Donc là c'est vraiment une configuration intéressante, puisqu'on peut on pourra passer au break-even au moment où c'est qu'on aura rejoint le plus bas et couper 80% de notre position et laisser courir le reste si éventuellement on les casse, et là ça serait vraiment que du bonheur, puisqu'il ne manquerait plus qu'à garder ces 20% et à éventuellement pyramider à la prochaine correction. Donc voilà, on garde je garde ces traits et je posterai tout à l'heure sur Twitter, hein, donc la position en attente que j'ai placée. Oui Boubou, tout à fait, hein, les pics et les creux sont utilisés. Bon bah là ici dans ce cas présent c'est plus utile, enfin le pic est plus utile que le creux. Bon, enfin moi j'utilise plutôt, je mets juste au-dessus du pic, hein, le stop, hein, ça suffit en général. Donc mais oui, sinon je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais, c'est vrai que ça. C'est normal, hein, puisque plus le pic est grand, c'est-à-dire plus de fois elle passait le prix, hein, et que s'il y a un creux, c'est-à-dire que le prix est passé peu de fois. Donc forcément oui, c'est un support ou une résistance en général, ou juste le prix qui a traversé sans s'arrêter. Donc là dans le cas présent, c'est pour limiter la taille du stop que j'utilise cette technique, donc de mettre un petit peu au-dessus du prix qui a été le plus traité en fait. Donc voilà, on va passer à la suivante. Donc, comme je disais, je vous posterai tout à l'heure le détail de la position, enfin de l'ordre que je vais placer. Hop, alors ensuite donc Christian Dior, hein, là aussi un range en weekly. Donc là pareil, hein. Éventuellement ceux qui aiment bien traiter dans les ranges peuvent, parce qu'il a l'air assez propre en daily. À partir de là, enfin moi personnellement je ne m'y tenterai pas, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie les ranges. Je suis vraiment plutôt suivi de tendance, hein. Donc je vous conseille, si vous voulez le traiter, ce serait peut-être mieux de le traiter en H4, je pense. Ouais, peut-être même en daily, je sais pas, c'est vrai qu'il est assez large ce range. Donc là, ceux qui veulent s'y aventurer, libre à eux, mais je pourrais pas trop vous conseiller sur ce coup, c'est vraiment pas mon nom. C'est vraiment pas ce que je préfère. Donc on va passer à la suite. Alors, le Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, hein, comme les autres financières, on voit que ça fait un range qui se resserre, donc ça compresse, donc on va pas s'y intéresser. Danone, alors en weekly c'est pas mal, la tendance est haussière, hein, comme on peut le voir. Donc, alors après c'est pas mal, mais je me rappelle que ça ne m'intéressait pas particulièrement, puisque on peut voir en daily c'est vraiment c'est vraiment sale. Là on voit les bougies qui sont toutes à la même hauteur, il y a des gaps dans tous les sens. C'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment. Les autres actions sont celles qu'on a sélectionnées pour l'instant sont beaucoup plus propres. Donc je préfère rester de côté et pas toucher à cette action. Donc ceux qui éventuellement sont téméraires et sont intéressés par un petit suivi de tendance un peu plus risqué et qui connaissent éventuellement l'action Danone, libre à eux. Mais personnellement j'avoue je vais pas m'aventurer sur ce genre de choses. J'aime pas trop quand ça manque de liquidité. On va passer à Dassault. Alors là Dassault c'est clairement plus intéressant. On voit que l'action monte depuis 2011. On voit pas ce qu'il y a avant 2011. Malheureusement, on n'a pas assez d'historique. Mais on voit clairement que l'action monte tout droit depuis 2012. Donc là,
on va s'y intéresser. On va clairement s'y intéresser. Donc là on voit qu'on est revenu un petit peu sur la dernière zone de support là, enfin qui a servi de résistance, donc ce qui a servi de support cette fois là. Donc là notre scénario ça va être de viser les 100 au moins, au moins. On va essayer en tout cas, ce sera déjà un bon début. Hop. Donc on va regarder en daily. Donc là en daily le graphique c'est pas non plus trop la folie. Mais bon, la configuration est tellement belle en weekly que je pense que le risque en vaut la chandelle. Donc là, ça pourrait être intéressant de rentrer en 4 heures, par exemple. Hop. En 4 heures, si on repassait au-dessus des 95-80, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant pour reprendre un long. Donc là c'est pareil, à surveiller. Je vais laisser les traits pour me rappeler après de poster sur Twitter les détails de l'ordre. Hop. Donc voilà. Je vois que vous parlez pas trop des actions. Il y en a quelques-uns parmi vous qui traitaient les actions, ou vous faites exclusivement du forex. Alors, EDF, bon là c'est pareil, hein, c'est configuration assez jolie hein, depuis le début 2013. Ça monte et sans trop s'arrêter à part ces derniers jours. Mais bon, en même temps, ces derniers jours, c'est assez normal on va dire, puisque le CAC lui-même a corrigé, enfin pas que le CAC d'ailleurs, les indices, la plupart des indices ont corrigé ces derniers temps. Donc c'est là qu'on voit aussi la force de l'action hein, puisque malgré tout elle est restée, il n'y a eu qu'une petite correction. On peut le voir ici en journalier hein, la correction n'a pas été non plus très marquée, il y a eu quelques jours de baisse, puis là on est reparti rapidement à la hausse. Là on stagne un petit peu sur quelques niveaux qui pourraient d'ailleurs être intéressants je pense en H4. Donc en effet, donc là si on repassait au-dessus de 18, là ce serait vraiment intéressant je pense hein. On pourrait rejoindre donc le plus haut vers 18,5. À voir après où mettre le stop. Hop. Donc voilà, alors là le stop on pourrait éventuellement le placer. Là il y a un creux. Plutôt ici. À peu près, comme on peut le voir à gauche, hein, sous ce pic ici. Donc ça correspondrait à peu près 16,62. Donc ça ferait à peu près un stop de à peu près 50 centimes on va dire. Malheureusement ça nous ferait que un ratio de 1 jusqu'au sommet, donc ça ferait un petit peu limite, mais bon bah, c'est pas grave hein, ça nous permettrait au moins de nous mettre au break-even tranquille. Et après bon bah si ça cassait on pourrait encaisser nos profits plus haut. Donc ça pourrait être intéressant. Je le garde aussi pour tout à l'heure, vous le donner sur Twitter. Hop. Ouais Fab, les indices, ouais ça je sais, j'ai remarqué que tu traitais le CAC 40. Ouais, il y en a pas mal qui traitent les indices. Hein. C'est vrai que depuis que c'est accessible sur des brokers MT4, ça s'est démocratisé un petit peu. Ouais c'est vrai que les actions c'est pas simple, c'est vrai que c'est assez cher en termes de commission. Beaucoup plus simple, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de traiter tout ce qui est CFD, enfin surtout pour les particuliers en tout cas. Hein. Après on peut passer par les options. Les options c'est un peu plus technique après, hein. C'est vrai que c'est plus difficile. Après il faut trouver des brokers qui le font, là aussi c'est des brokers plus spécialisés. Il faut avoir directement des plus gros comptes. C'est vrai qu'après ça c'est plus difficile de traiter les actions hors CFD.
Après les CFD, ce qui est assez pénible, c'est que bon, bah, ça peut être manipulé assez aisément par le broker, hein, malheureusement. Mais c'est vrai que ça rend en moins les actions accessibles. C'est vrai que c'est pratique pour ça. Ouais, Morback, oui, c'est vrai qu'il y a des délits d'initiés. Après, les délits d'initiés peuvent te servir comme te desservir, hein. Moi, je pense que c'est un peu 50-50 sur ça. Puisque si t'es dans le bon sens, on va dire, c'est avant, ben, ça t'aide. Si t'es dans le bon sens après... Enfin, si t'es pas dans le bon sens, ça te fera pareil. Tu toucheras ton stop et puis c'est tout. Après, moi, je pense qu'il y a une chance sur deux, un peu, enfin, non, si t'en es victime, en tout cas, une chance sur deux de gagner et de perdre là-dessus. Hein. Comme toujours, d'ailleurs. Evan, non seulement sur les actions françaises, hein, parce que sur ProRealTime, malheureusement, on n'a pas les actions américaines en direct. On les a seulement en différé, si je me trompe pas. Même pas le... Ouais, on n'a même pas le dos, donc on a vraiment rien du tout. Donc je m'intéresse vraiment qu'aux françaises. Puis en plus, il y en a un nombre limité. Puis bon, bah, en tant que français, c'est quand même plus simple pour nous, en général. Ouais, c'est vrai que ouais, Morback, t'as raison. Manipuler les cours des actions, c'est plus simple, bien que ce soit pas non plus à la portée de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que enfin, les marchés des actions, c'est vrai que c'est assez spécial. C'est différent, on va dire, hein, mais il y a des gaps, etc. Ça, c'est clair que ça, c'est pas plaisant du tout. Par exemple, si ça saute notre stop, c'est pas plaisant du tout. Mais bon, après, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des stratégies basées sur les gaps. D'ailleurs, je peux vous recommander l'excellent livre de Linda Bradford-Rashke qui s'appelle Stratégie à court terme, un truc comme ça. En anglais, c'est Street Smart. Vous pouvez même le trouver en PDF, hein, sur internet. C'est vraiment, elle donne beaucoup de configurations intéressantes avec l'utilisation de gap. Donc, enfin voilà, ça reste un marché intéressant pour moi, je trouve. Ça change un petit peu du forex. On doit faire des choses un peu différemment. Et c'est bon, bah c'est quand même assez sympa. Puis on peut faire après on peut approfondir. Bon là, on est sur le CAC 40, donc il n'y a pas... L'analyse des secteurs, c'est pas terrible, mais en Amérique, il y a des indices de secteurs comme le Dow industriel, le Dow des transports, et ainsi de suite, de la santé, etc. À partir de là, à l'intérieur de ces secteurs, on peut regarder les secteurs, leurs forces, leurs tendances. À l'intérieur de ces secteurs, on va encore prendre les meilleurs, et là, on peut faire des trades vraiment intéressants, puisque si on prend à chaque fois les actions les plus fortes des secteurs les plus forts, il va y avoir vraiment des beaux mouvements, et ça peut être intéressant. C'est vrai que ça manque... En France, ça manque parce que bon, on est qu'un petit marché, hein, côté des États-Unis, donc forcément. Oui, Fab, ouais, c'est que du démo là, hein, c'est vraiment pour appréhender un peu le truc. Ouais, Evan, oui, tout à fait. Les publications s'entraînent pas toujours des hausses, même si elles sont bonnes. Comme je disais plus tôt, hein, c'est vraiment, ça dépend de beaucoup de choses, parce que la publication peut être bonne, mais si les chiffres sont inférieurs aux attentes, l'action sera elle peut être pénalisée. Après, il y a des choses comme, il y a des actions comme Amazon qui vont avoir des résultats mauvais à un moment donné, mais les analystes vont quand même être contents et acheter parce que c'est leur modèle qui veut ça. Ils vont investir à un moment où ils vont faire des gros chamboulements dans leur fonctionnement, et après du coup tu vas te retrouver ils vont quand même acheter, les analystes vont quand même acheter par principe parce que l'action est solide, le management est solide. Ils vont faire confiance en fait plus aux dirigeants qu'aux résultats, même à un instant T en fait. Ils vont regarder les résultats du passé, l'impact du dirigeant à son arrivée, etc. C'est quand même... c'est vrai que c'est assez complexe si on veut faire d'analyse fondamentale. Personnellement, je n'en fais pas, hein, pour ça. Enfin, j'en fais... J'aime jeter un œil au bilan, mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Je préfère, moi, me fier uniquement au graphique. Ouais, je gagne en trading, oui, mais moi, c'est sur le forex, en fait. Hein, c'est que je veux me lancer dans les actions pour me diversifier un peu. Et donc, c'est pour ça que j'anime l'émission en plus, pour partager mes connaissances,
pour apporter un peu aux gens. Enfin, j'espère que ça peut vous être utile, de voir comment j'appréhende le marché, etc. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est aussi ça le but, hein, c'est qu'on partage les connaissances des uns et des autres. Donc voilà. Et mon parcours, ben écoute, je t'en parlerai après l'émission parce que là déjà il reste pas trop longtemps. Donc si tu veux, je te raconterai un petit peu plus après sur le chat. Donc là je vais accélérer un petit peu rapidement puisqu'il reste pas trop de temps. Donc Essilor, Essilor a une tendance neutre. Encore une fois, ceux qui sont intéressés par les ranges peuvent éventuellement chercher des entrées en daily. Après bon, je recommande pas particulièrement. Surtout en ce moment, c'est pas forcément les plus simples à traiter. Ensuite, EADS. EADS, tendance. Ouais, oui, c'est un petit peu en tendance. Je l'ai pas retenu visiblement. Ouais, parce qu'on on est quand même passé assez en dessous du dernier plus haut. C'est pas très propre. On pourrait éventuellement essayer de shorter pour viser le dernier plus bas qui se situe vers 37. 37, ici, voilà. Mais là encore, ça serait, moi je pense que ça serait s'exposer à des risques un peu inutiles. Parce que le secteur de l'aéronautique, c'est vraiment pas... on va dire que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple, hein, puisqu'il y a le prix du pétrole à prendre en compte, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment peu simple. L'action EADS étant encore une action encore moins simple qu'une autre. C'est vrai que je me rappelle par le passé, quand je m'étais intéressé un petit peu au début aux actions, EADS c'était déjà pas à l'époque une des actions recommandées, et là c'est vrai que c'est toujours pas le cas. Donc éventuellement pour des gens un peu plus téméraires qui voudraient essayer en démo, je vous conseillerais de prendre position à la cassure du canal de Donchian en H4. Donc là pour l'instant on est à 40-20, mais je pense qu'une position sur le à 40-80 serait bien plus intéressante. Et vu où c'est qu'on est, d'ici la clôture de la bougie, là, dans un peu plus d'une heure, le canal passera donc à 40-80. Et là, ça sera plus intéressant, je pense, à shorter. Donc, avec comme objectif à peu près à 37. Là, ça pourrait être intéressant éventuellement. Mais bon, après, ça c'est... On va dire que c'est du trading un petit peu plus opportuniste. C'est quand on a déjà quelques gains, on peut se permettre de tenter des petites choses comme ça. Là, moi personnellement, je m'y aventurerai pas. Donc on va rester à l'écart. Alors France Télécom, je me rappelle plus qui c'était qui demandait tout à l'heure. Je crois que c'est Matt. Alors Matt, France Télécom en weekly, c'est pas terrible. C'est vraiment tendance neutre. Donc là, éventuellement, hein, si tu veux acheter sur les supports. Mais c'est pas, voilà, enfin il y a l'ancien plus bas qui est juste ici, là, qui peut faire office de blocage, hein, comme on peut le voir d'ailleurs. Là, cette semaine, on a tapé le plus haut et le plus bas. Tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, hein, de toute façon, là, on va éviter de traiter. Éventuellement, donc encore une fois, ceux qui veulent traiter les ranges, ils peuvent acheter au-dessus des 7,40, ouais, 7,45 à peu près. Jusqu'au dernier plus haut, là, vers 8. Et les autres, après, enfin, nous, on attendra surtout un retour dans la tendance plutôt baissière pour l'instant. Après, pour traiter les longs, j'attendrai plutôt qu'on repasse au-dessus de 8,50 pour viser 10 à peu près, dans un premier temps. Donc voilà. Donc là, après, on va laisser de côté cette action, parce que bon, pas très simple à traiter. On est dans une zone assez turbulente, on va dire. Donc on va la laisser de côté. GDF. Alors. Oui, Evan, oui, tout à fait. Si on veut faire de l'investissement à long terme, c'est vrai qu'il est plus intéressant de regarder quand même la santé des boîtes. Hein, c'est juste pour éviter de mettre ses billes là où dans une boîte qui coule, quoi. C'est pas mal d'éviter quand même. Après, bon, c'est pas obligatoire. Je prends l'exemple
je prends l'exemple de Marc Fiorentino, pardon, voilà, qui lui disait à l'époque qu'il a perdu beaucoup d'argent sur l'analyse fondamentale en fait. Il disait qu'il faisait que ça. Il a finalement compris qu'il fallait coupler le technique pour avoir un point d'entrée en fait beaucoup plus... pour gagner en timing en fait, tout simplement, pour permettre d'avoir un stop plus serré, etc. Et voilà, mais après, coupler les deux, je pense que ça reste la meilleure solution lorsqu'on veut faire de l'investissement. Comme ça, on utilise le technique pour le timing et le fondamental pour la tendance de fond. Ça peut être intéressant. Ouais, Phil, ouais, c'est peut-être plus France Télécom, c'est Orange, mais bon, sur ProAltem, ils appellent encore ça France Télécom, donc j'appelle ça France Télécom. Moi, GDF, pas passionnant pour un sou, donc on range aussi. Donc on passe à la suivante. Kering, bon bah ça là c'est très récent Kering, donc c'était PPR avant. Donc voilà. Là pour le moment on n'a pas de données, donc pour l'instant on va rester à l'écart. Le psychologique, non pas vraiment, enfin le psychologique c'est pas réellement du fondamental. Le psychologique tu le suis, tu le suis grâce au graphique en fait. Je veux dire le psychologique tu vois le VIX etc. Ça c'est de la psychologie. L'indice de la peur, la volatilité, si c'est volatile les gens ils sont plutôt un peu affolés, enfin ça dépend de la situation, mais ça peut être l'euphorie ou l'affolement, ça dépend. Le psychologie, je pense, on la lit plus dans les graphiques que dans l'analyse, que dans les chiffres, que dans un bilan comptable. Ce qui me paraît... c'est ce qui, enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Après, on peut avoir un avis divergent, mais c'est ma vision des choses. Ouais, Evan, un outil de timing. Ouais, tout à fait, mais bon, après, comme tu dis, c'est sur zone bourse. C'est pas toi qui interviens, c'est pas toi qui fais le choix de suivre. Donc à partir de là, moi j'aime pas trop quand ça dépend trop des autres. J'aime bien avoir ma propre stratégie à moi-même en fait. Je pense que c'est plus intéressant parce que si le site il ferme demain, qu'est-ce que tu fais, tu sais plus quand rentrer, etc. Et après tu perds ton timing. Donc autant savoir le faire toi-même. Et enfin c'est mieux quoi. Bon il est 15h, bon c'est pas grave, on va déborder un peu. De toute façon Fab il fait pas son émission encore, donc ça va. L'Oréal, donc on voit en weekly c'est quand même assez solide, bien qu'on a corrigé quand même assez violemment ces derniers temps. On va jeter un petit coup d'œil en daily pour mieux voir ce qui s'est passé. On pourrait éventuellement repasser à l'achat sur L'Oréal. Bien que le graphique n'est pas très plaisant, encore une fois, en termes de volatilité, etc. Dans le passé, c'était un peu plus propre, on dirait. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de gaps. C'est vrai que c'est pas très propre. On voit que c'est pas très propre, mais bon. On pourrait éventuellement, oui, tenter d'acheter au-dessus des 129, au-dessus des 129 pour viser les 130, 137, on va dire, pour être un peu plus pour sécuriser, donc 137 à peu près. Donc là ça nous ferait une belle position. Ça ferait ça ferait un beau gain éventuel avec un stop placé un petit peu sous ce pic là, donc à peu près par ici, ce qui ferait 126,30 à peu près, au-dessus de 129, ouais, ça ferait 3 dollars, enfin 3 euros pardon, donc plus 6, ouais, là on aurait, oui ça ferait pas mal, ça ferait déjà plus de ratio de 2, ça pourrait être très intéressant. Donc je le garde, je vais ajouter à la liste et je vous posterai sur Twitter la position exacte tout à l'heure. Enfin l'ordre en tout cas stop que je vais placer. Salut Paris for Love, bienvenue. Phil, qui c'est qui demandait? Oui c'est bien Phil.
Si on va acheter des actions, vaut-il mieux analyser le SP500 avant? Non, moi je suis pas partisan d'analyser les indices avant. Pour la simple et bonne raison qu'un indice c'est rien d'autre que l'ensemble des actions pondérées, donc tu peux acheter un secteur qui va être fort et gagner de l'argent, alors que l'indice il va stagner par exemple, parce qu'il va y avoir quelques actions qui vont le tirer vers le bas. Donc je suis pas trop pro analyse d'un indice. Après globalement de toute façon on se rend compte de ce qui se passe, hein. Je veux dire, là on analyse toutes les actions, on en voit qu'il y en a pas mal qui sont stables, il y en a pas mal qui sont à peu près haussières, il y en a quelques-unes qui sont baissières, mais c'est pas forcément la majorité. Donc on distingue grosso modo après une tendance, hein, dans tous les cas. Je pense que pour le SP500, si tu veux traiter les actions américaines, il vaut mieux t'intéresser aux indices de ce secteur. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Et ça t'aide à mieux choisir le secteur quoi, au final. Et après tu cherches les entreprises à l'intérieur de ce même secteur. Et là ça devient plus intéressant. Si les US chutent, quel espoir pour les actions françaises? Ben, on va suivre, hein, c'est simple, hein, de toute façon, comme toujours. Donc, je pense que ça serait vite vu. Hein. Je pense que ça serait vite vu. Le CAC 40 tomberait, hein, comme toujours. De toute façon, on suit les Américains. Oui, Evan, oui, c'est ça en fait. Hein. Tu compares les secteurs, puis à l'intérieur des secteurs forts ou faibles, ça dépend dans quel sens tu vas intervenir. Tu vas, tu vas traiter les actions, encore une fois, les plus fortes de ce secteur. Enfin, tu fais toujours une sélection en fait. Hein. Toujours prendre le meilleur du meilleur en fait. Hein. C'est simple. Ouais, Boubou, c'est vrai même en ce moment, je pense que les volumes sont pas forcément très puissants. Parce que on voit d'ailleurs, hein, avec le QE peut s'arrêter ou au moins diminuer. C'est Après il y a plusieurs avis, hein. Moi je sais pas trop, parce qu'on peut considérer que le QE s'arrête parce que justement l'économie va mieux, et dans ce cas les intervenants pourraient revenir sur les marchés pour cette raison, ou ils vont tout laisser tomber ou shorter encore plus justement parce que le QE s'arrête et ils veulent encaisser peut-être leur profit, puis vendre pour refaire tomber le marché pour que Bernanke revienne et les ressoutienne le marché et qu'ils aient juste à acheter tranquillement. Donc après il y a plusieurs points de vue, c'est pas facile. C'est pour ça que le fondamental c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Faut envisager tous les scénarios. Donc à voir. Ouais, Van, c'est un peu ça. Ouais, bah tu prends l'exemple en France, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas simple de diviser en secteur le CAC 40. Faut mieux prendre le SBF 120, ou encore mieux, traiter les actions européennes, je pense. Les actions européennes, on utilise l'Eurostox, et à partir de là, c'est beaucoup plus simple, je pense. Bon, il y a les secteurs. L'Eurostox c'est divisé en secteurs, et donc c'est pas mal. Alors je continue. L'action, donc Louis Vuitton, LVMH, bon pareil, hein, tendance neutre aux limites baissières, donc c'est pas terrible, pas lisible. On va passer à la suivante, on va pas s'embêter. Alors Lafarge en revanche, là ça devient, non c'est pas, je vais dire n'importe quoi, je confonds avec Legrand. Lafarge c'est pas mal parce que c'est quand même assez solide comme action, enfin c'est assez solide, je veux dire, en termes de volume. Parfois c'est assez propre quand c'est de la tendance. Là on voit qu'il y a un énorme range, avec comme support les 45 et comme sommet les 55. Donc c'est pas mal, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent encore une fois les ranges. Donc après nous, ce qui nous intéresserait encore mieux, ça serait qu'on casse les 45. Alors là c'est du short à gogo jusqu'à au moins 35, et alors là ce serait vraiment le pied
on pourrait shorter en toute tranquillité. On va jeter un petit coup d'œil en journalier. En journalier, ouais, c'est moyen propre. Hein. C'est moyen propre. Pour éventuellement, oui, tenter. Pour les plus téméraires, hein, encore une fois, on peut tenter les achats au-dessus de 48. Encore une fois, ça me paraît assez risqué. J'aime pas trop la configuration, on va dire. Faudrait que ça soit plus propre que ça. Quand on voit par exemple ici là qu'on a eu un gap énorme. Alors certes la bougie après est repartie à la hausse comme c'est pas possible, mais enfin bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Donc plutôt attendre de la tendance avec la volatilité qui se calme pour rentrer plus tranquillement et avoir un stop plus serré pour être plus tranquille. Hop. Alors ensuite, hop, le grand. Ah oui, merci Fab pour parler de mon site. Oh punaise, ouais, Boubou, en effet, à 378K, ouais, c'est vraiment que. C'est vraiment faible comme volume. Ouais, pour une fois qu'on est dans un bon secteur, qu'on est bon dans un secteur. Tu parles de quel secteur, Evan? J'ai pas vu. Ok. Oui, on en a quand même la chance d'être dans un pays d'excellence. Hein, je suis d'accord avec toi, Evan. La France est quand même un excellent pays. Hein, y a pas, on a quand même une qualité de vie qui n'est pas négligeable. Après, oui, bon, notre marché financier n'est pas exceptionnel, mais bon, on est quand même pour un petit pays, on est quand même assez correct. Enfin, un petit pays pour la taille en tout cas. Ok. Chris nous dit du bus c'est 18/20. Chris, attention, Chris c'est un sérieux. Vive du bus, c'est un passionné, on voit Chris toujours, hein, peu importe ce qu'il fait, il est toujours au taquet. C'est une bonne question, Fab, hein, pour le prix. Après, il y a une volatilité plus importante éventuellement sur les actions. Je veux dire, on peut faire de l'argent rapidement sur les actions. Sur le Forex aussi, hein, où tu vas me dire avec le levier, etc. Mais justement, sur le Forex, c'est grâce au levier. Si quelqu'un veut investir sans levier, c'est... sur les actions, je pense qu'il fera peut-être plus d'argent que sur le Forex, quoi. Donc à voir. Après, ça c'est vraiment... Ça dépend de ce qu'on recherche après, hein, je veux dire, c'est pas... Les marchés sont assez différents, on va dire, leur nature est différente. Après, là, pour intervenir dessus, ça reste semblable, mis à part les frais, comme tu dis. Chris, c'est un homme du challenge, hein. Poker, trading, échec, il est dans tous les domaines. Donc voilà, maintenant donc le grand, hein, bon bah là par contre c'est solide, hein. On peut voir ça très très solide. On est revenu chercher les derniers plus hauts, donc c'est vraiment pas mal. La configuration est intéressante en weekly, bonne tendance haussière. C'est pas mal. En daily, c'est bien aussi, là on fait un range. On fait un range ici, bon pas mal de gap encore, mais bon ça je pense que c'est la liquidité qui veut ça. Donc là encore une fois on pourra rentrer avec le canal de Donchian. Au-dessus de 37 à peu près. Enfin à 37 grosso modo.
Le stop loss là par contre serait plus difficile à placer, ce qui serait très très bas. Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile sur ce coup anticipé. On va regarder on va jeter un petit coup d'œil sur le H4. Ouais, le H4 c'est pas forcément beaucoup plus lisible. Alors le grand, je maintiens mon avis d'achat. Après, quant à la façon de rentrer dedans, ça va être un peu plus difficile. Je pense qu'il faudra attendre de voir un peu comment se comporte le prix. Mais je pense que l'entrée se fera vers les 37. De toute façon, grosso modo, vu qu'on est en train de faire un range, éventuellement, si on revient sur la zone basse du range, on pourrait éventuellement rentrer en H4. À voir. Je vous tiendrai au courant hein, sur Twitter pour dire la stratégie adoptée. Donc le grand, clairement, fait partie de la liste à surveiller. Un peu de respect Chris, que dis GG. Ah, Chris, c'est dommage, t'as pas de Paris for Love et pas très poker ni échec. Il va falloir que tu trouves un autre domaine. Ah, la pétanque, moi je pense que ça peut être un bon sport pour départager. Alors, donc on va jeter un petit coup d'œil. Michelin, ouf, Michelin, même pas besoin de le regarder plus que ça. On voit clairement que ça ressemble pas à grand chose, hein, tendance neutre. Plusieurs semaines qu'on est sur les mêmes niveaux de prix. Je pense que tout est dit sur ce coup. On va jeter un petit coup d'œil maintenant à Natixis. Natixis, ouais, valeur financière. Je vais éviter de trop y toucher. Bien que ça puisse être intéressant. Là, il y a eu un fort gap ici. Je sais pas ce qui s'est passé. On est grosso modo sur des derniers plus hauts. Dans une tendance haussière. Pourrait être éventuellement intéressant, mais j'avoue que le secteur financier, Natixis d'autant plus, ne m'attire pas vraiment. Donc on va passer à la suite. Alors, Pernod Ricard. Donc la Pernod Ricard, action qui va intéresser Chris hein, certainement, hein, qui va de pair avec la pétanque. Donc il y a mon petit Ricard. Donc on peut voir en weekly donc la tendance est baissière. Hein. Très étonnant d'ailleurs en cette. Enfin, c'est vrai qu'il n'a pas fait très chaud donc les gens sont peut-être pas très motivés. Donc les gens sont peut-être pas très motivés. Voilà. Donc pour boire du Ricard vu qu'il manque du soleil. Donc là on est plutôt baissier. Je pense la configuration en daily, je pense plutôt que le H4 serait plus intéressant pour entrer. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, hein, avec le canal de Donchian, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc à surveiller. Pareil, hein, je vous posterai la position sur Twitter. Donc, mais on ajoute Pernod Ricard donc à la liste des actions à surveiller. Voilà. Hop. Donc, ça fait déjà ça fait presque 1h20 qu'on parle. Donc je vais aller à l'essentiel. Je vais vous dire toutes les autres actions directement que j'ai déjà sélectionnées, que j'avais déjà repérées. Renault était pas mal en tant que dans le secteur automobile, c'est vraiment l'action qui s'en sort le mieux en France. Donc à surveiller éventuellement. Donc en weekly on est plutôt en tendance haussière. On est revenu taper les derniers plus hauts. Donc sur le support. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, hein, là surveiller en daily, voire en 4 heures. Bien que je serais plutôt quand même pour le daily vu la correction qu'il y a eu. On peut voir ici là, c'était assez. Ça corrigeait plutôt sévère. Donc à surveiller pour plus tard. Hein, c'est dans notre liste. Ensuite, ce qui est dans notre liste aussi, c'est ST Microélectronique. Donc là, ça devient pas mal. La tendance est haussière. Malheureusement, c'est quand même une action qui vaut peu cher, qui bouge peu.
Donc on est sur le même niveau de prix depuis quelques semaines déjà, donc ça fait pas mal. Hop. Donc ça peut être intéressant d'acheter. On le voit en daily. Hein. J'attendrai par contre que le canal d'Anchian il revienne par là pour acheter, ce serait pas mal. Ça serait bien que ça reste un peu à ce niveau de prix quelques séances encore. Et donc acheter un peu au-dessus des 7,12 à peu près. Pour viser dans un premier temps les 7,5. Les 7,50 pardon. Et après ça pourrait être une belle affaire. Donc là pareil, hein, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure sur Twitter. Hein. Je vous conseille donc de jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir ce que je dis sur les positions et sur les actions que l'on surveille. Donc j'ai loupé l'action en France Télécom. Je regarde en différé. Oui bah si tu veux Matt, hein, sinon je peux te répéter. Hein. On était sur un bas de range il me semble en weekly. Je disais qu'éventuellement on pouvait acheter si on repassait au-dessus du plus haut de la semaine. Et sinon vendre si on passait dessous. Donc regarde en différé oui si tu veux plus de précision. Mais grosso modo c'était ça. Pour l'instant rester à l'écart. Et attendre un petit peu. Ouais, oui Vancio en effet Buffett il aime pas trop les technologiques pour la simple et bonne raison que ça crée pas de valeur comme Google et Facebook. C'est simplement basé sur le fait qu'il y ait des utilisateurs. Alors ça revient un peu au même que des consommateurs, sauf que les consommateurs ils payent pour consommer. Alors que sur Facebook on paye pas réellement, je veux dire c'est un truc gratuit et c'est la pub qui est financée. Chris, non c'est une fois par semaine hein, puisqu'on fait du hebdomadaire, journalier 4 heures en trading, on va plutôt faire ça une fois par semaine. Et avec Twitter je complète un petit peu en donnant des informations de temps à autre dans la semaine. Donc après Safran, donc Safran comme on peut le voir en hebdo, hein, c'est bien haussier. En daily c'est pas très propre hein, quand même. Hein. Enfin l'espèce de nouveau plus haut, puis d'un coup ça retombe sec pour faire un nouveau plus bas. C'est pas ce que je préfère. Donc je garde quand même l'action puisque bon bah, en weekly on est assez haut. Donc enfin on monte bien donc je garde sous surveillance. Peut-être bien en H4 hein, si on repasse sur au-dessus des 41. Donc ici ça pourrait être éventuellement intéressant. Donc, mais pareil là je vous tiendrai au courant parce que pour l'instant c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus passionnant. Ensuite Sanofi. Donc Sanofi c'est pas mal du tout. Sanofi c'est vraiment intéressant. Bien que ces derniers temps c'est pas mal chuté, hein, ça a suivi les indices. Bon bah ce qui est assez courant, pas mal d'actions ont quand même suivi l'indice hein, globalement. Enfin c'est plutôt les actions qui ont fait l'indice, mais ça a suivi les Américains. Donc voilà. Là la configuration en daily est beaucoup plus propre. D'ici quelques séances c'est pareil, le canal de Donchian reviendra vers les 81. Et là dans ce cas si ça les casse après on n'aura plus qu'à viser le haut du range. Et là ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien que ça fasse quelque chose qui ressemble à ça. Voilà donc là c'est pareil hein. Je surveillerai et je vous tiendrai au courant via Twitter. Ok. Oui, Van, ouais, c'est vrai que bon, moi, le techno en France, ouais, il y en a pas des masses. Enfin, après, c'est pas vraiment du techno à proprement parler. Hein, je veux dire, comparé aux États-Unis, on n'est pas. On a notre mini Silicon Valley vers Grenoble, mais sinon, c'est vrai que c'est pas ce qui nous caractérise le mieux en France. Hein. Après, il y avait Valeo. Donc là, Valeo, la dernière action hein, que pour aujourd'hui, ce qui fait partie de la liste. Hop, on va refaire ça. Voilà. Donc on voit clairement là, la tendance est très haussière. C'est très propre, hein, c'est rien à dire. Là on voit que ça repart.
Donc on a juste à regarder en daily ce que ça raconte. En daily, bon, ça corrigeait un petit peu sec, hein, malheureusement, sans trop de vagues. Donc là on arrive au contact des 50. Hop. En H4 on voit que c'est pas beaucoup mieux. On aurait pu éventuellement rentrer d'ailleurs en H4. Là la config était pas si mal que ça. On avait un sommet pic ici, donc on pourrait mettre dans le creux par là. Avec un stop loss par ici, donc qui nous ferait rentrer bon, grosso modo au prix actuel qui est à 49,76, avec un stop vers 49. On aurait largement de quoi faire un ratio d'au moins 2 jusqu'au sommet du précédent sommet en daily. Donc là ça pourrait être ouais, je pense que je vais prendre la position dès la fin de l'émission là, et que je vous posterai en même temps sur Twitter. Et Vivendi, que demande Chris. Vivendi, alors si je ne l'ai pas retenu dans la liste, c'est qu'elle devait pas être en très grande tendance en weekly à mon avis. Donc, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est pas... On pourrait éventuellement la retenir, mais c'est vrai que c'est pas très propre quand même. On voit que là on est sur les mêmes prix depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Donc ça fait plus de 2 mois qu'on est en train de faire un round sur le même prix. Quand on regarde en daily, c'est clairement pas très propre, pas très joli. Donc on va pas s'embêter avec ça. Donc peut-être je vais rester à l'écart de cette valeur. Voilà. Donc après si tu as quelque chose à dire, hein, parce que toi on sait que tu es un trader initié, Chris, donc dis-nous, donne-nous tes informations, s'il y a une raison pour laquelle tu surveilles Vivendi. Voilà. Donc bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et pensez à suivre Twitter, parce que je vous posterai les prises de position directes avec une mise à jour des analyses de certaines actions qui n'étaient pas encore en bonne configuration. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous, et à la semaine prochaine.